Jane dormait sur le divan. Elle remua un peu lorsqu'il traversa le living room, mais ne se réveilla pas. Roland avançait sur la pointe des pieds. Sur son bureau, la lampe était toujours allumée. Il se déshabilla, se lava sans bruit dans la salle de bain, se coucha. Il avait tué un homme. Il sentait dans ses pouces une légère contracture. C'était là que s'étaient localisés les forts musculaires. Cet homme était mort. Un être humain avait disparu à la place de Bertie. C'est ainsi qu'il voyait la chose, qu'il la ressentait, à présent. Son acte avait été une vengeance ou une revanche. Il s'agissait bien de cela. Qu'avaient-ils donc fait Jane et lui pour mériter Bertie? Et tous ces gens normaux et sains qui se promenaient sur la terre, qu'avaient-ils fait, eux, pour mériter leur bonheur? Rien. Ils s'étaient contentés de naître. Roland s'endormit. Lorsque Jane lui apporta une tasse de café au lit, à 7h30, Roland se sentait particulièrement bien. Il la remercia d'un sourire. « J'ai pensé qu'il valait mieux te laisser dormir ce matin, » dit Jane gaiement. « Aucune feuille d'impôt ne vaut ta santé, mon chéri. » Elle était déjà habillée et portait une de ces jupes paysannes qui camouflaient le volume de ses hanches et de ses cuisses, une chemise bleue qu'elle n'avait pas daigné rentrer dans sa ceinture, ses vieilles espadrilles bleu clair. « Que veux-tu pour ton petit déjeuner? Ça te dirait des crêpes? La pâte est préparée. Bertie aime tellement les crêpes. Ou bien des œufs et du bacon? » Roland avala une gorgée de café. « Des crêpes, ça sera parfait. Avec du bacon aussi, j'espère. »« Bien sûr, avec du bacon. J'en ai pour 10 minutes. » Jane se dirigea vers la cuisine. Roland se sentit en pleine forme pendant toute la journée. Jane lui en fit la remarque avant son départ, et au bureau, Greg lui dit « L'homme miracle, tu as gagné aux courses ce matin? Tu as vu tout ce qui t'attend sur ton bureau ?» Roland avait vu et s'y était attendu. Greg avait travaillé jusqu'à 2h30 du matin, annonça-t-il, et cela se voyait. Les 4 téléphones sonnèrent tout au long de la journée. Des clients rappelaient pour donner les informations que leur avaient demandé Roland et Greg par lettre ou par téléphone. Plutôt qu'enjoué, Roland se sentait confiant. Il éprouvait surtout un sentiment de calme, et si cela lui donnait l'air joyeux, c'était fortuit. Il se disait que le cabinet était déjà passé par cette période de travail intensif l'année précédente, et puis l'année d'avant, et qu'à chaque fois l'équipe en avait vu le bout. Roland portait le même pantalon que la veille, et le bouton était toujours dans sa poche droite. Il le sortit lorsqu'il se retrouva seul dans son bureau et l'examina à la lumière de la fenêtre. Le bouton était beige, grisé, percé de 4 trous où s'accrochaient des brins de fil gris. Roland tira sur le fil et laissa tomber les bribes dans la corbeille. Avait-il vraiment étranglé un homme? Une telle idée lui paraissait invraisemblable à 4h10 de l'après-midi, dans le confort de son bureau à moquette verte et rideaux vert pâle, entre ses murs blancs couverts de livres familiers et de fichiers. Le bouton aurait pu venir de n'importe où, pensa Roland. Il aurait pu tomber d'une de ses vestes et il l'aurait fourré dans sa poche avec l'intention de demander à Jane de le recoudre quand elle aurait un moment. L'idée l'effleura, aux environs de 5h. L'ensemble du personnel, qui comprenait 2 secrétaires, travaillait jusqu'à 7h. De vérifier dans l'édition du soir, du Poste, si on avait découvert un cadavre dans... Quelle rue déjà? Un homme d'une 40aine d'années, portant moustache, nommé mort par strangulation. Mais il chassa aussitôt cette pensée. Pourquoi regarder dans les journaux? Qu'avait-il à voir avec cette affaire? Le mystère resterait entier, comme on disait dans les romans policiers. Une histoire à dormir debout. Un cadavre, dans la 40e ou la 45e rue Est. Ou Dieu sait où. Peu probable. En 4 jours, l'activité du bureau s'était considérablement ralentie. Quelques clients remettaient leurs déclarations avec un léger retard, par leur faute, pour n'avoir pas réuni à temps tous les renseignements nécessaires. Ils auraient une amende minime à payer, mais ce n'était pas la fin du monde. Roland mangeait de meilleur appétit. Jane était contente. Roland montrait plus de patience envers Bertie et, de temps à autre, il riait avec lui. Il lui arrivait de jouer avec l'enfant, assis sur le tapis, pendant 20 minutes d'affilée. « Cela va l'aider, tu sais, Rolly, » dit Jane, en les regardant assembler des cubes de plastique mou. Elle parlait comme si Bertie ne pouvait comprendre un mot, ce qui n'était pas loin de la vérité. « Ouais, » dit Roland. Il avait laissé des espaces entre les cubes alignés et il entreprit de déposer une seconde rangée en quinconce dans le but de construire une pyramide. « Si nous invitions bientôt les Jackson ?» Il leva les yeux vers Jane. « Pour dîner.
Margie et Tom? Oh oui, Rolly. Jane exultait. Elle se tapa légèrement sur les cuisses pour marquer sa joie. Je vais les appeler. C'est toi qui refusais de les voir d'habitude. Tu sais, Rolly. Eux, ils n'ont pas de problème. Par rapport à Bertie, je veux dire. De toute façon, Bertie restait toujours enfermé dans sa chambre. Jane se mit à rire, ravie d'inviter les Jackson. C'est toujours toi qui as pensé que Bertie les dérangeait, ou bien qu'il ne l'aimait pas. Quelque chose de ce genre-là. Roland s'en souvenait. Les Jackson, pareil en cela à la plupart des gens, étaient dégoûtés par Bertie. Ils avaient peur de lui, de son anomalie. Les gens normaux craignaient toujours les idiots, l'imprévisible, d'où pourrait surgir le danger. Roland avait l'impression que cela lui serait égal, désormais. Il savait qu'il serait capable de rire, de plaisanter, de mettre le Jackson à leur aise s'il venait dans la chambre de Bertie pour lui faire une petite visite. Il ne le demandait jamais, mais Jane, en général, le proposait. La soirée Jackson se passa bien. Tout le monde était d'excellente humeur. Jane, à l'heure de l'apéritif, ne suggéra pas d'aller dire bonjour à Bertie, et les Jackson ne lui avaient pas apporté de jouets, comme ils le faisaient parfois auparavant, une balle de plastique, une babiole pour bébé. Jane avait préparé un délicieux goulash hongrois. Puis, vers 10 heures, Jane dit allègrement « Je vais aller chercher Bertie pour qu'il reste avec nous quelques minutes, ça lui fera du bien. »« Bonne idée, » dit Marjorie Jackson, avec une politesse machinale. Roland vit Marjorie lancer un coup d'œil à son mari, qui examinait une rangée de livres, une tasse de café à la main. Roland venait de verser le cognac dans les petits verres sur la table basse. Il imagina Bertie en train de balayer les verres d'un geste maladroit. Il se rendit compte qu'il s'était raidi d'appréhension, que le malaise le gagnait. Bertie fut introduit. Suivant son habitude, Jane le tenait par la taille, appuyé contre ses cuisses et le poussait plus ou moins en avant pour aider sa marche. Bertie était lourd pour un enfant de 5 ans, bien qu'il fût plus petit que la normale. « Ah, Goua !» Les petits yeux bridés de Bertie avaient le même regard que s'il avait été dans sa chambre, c'est-à-dire qu'il ne marquait pas d'intérêt particulier pour les gens nouveaux qu'il voyait, ni ne manifestait aucune conscience que la scène avait changé. « Et nous voilà !» dit Jane à Bertie, l'asseyant par terre sur son derrière rembourré de couches. Bertie portait un haut de pyjama dont les manches étaient retroussées plusieurs fois sur ses bras trop courts. Roland se surprit à froncer les sourcils et à détourner les yeux avec un petit air misérable de la vue offensante, ou plutôt effrayante, du crâne réduit et aplati de son fils. Ce qu'il avait toujours fait, mais surtout en présence d'autres gens, comme s'il désirait leur montrer qu'il comprenait ce qu'il ressentait face à Bertie. Puis, Marjorie rit à un geste de l'enfant. Elle lui avait offert une des allumettes au fromage restées sur la table basse, et il l'avait écrasée dans son oreille. Marjorie regarda Roland, et Roland se vit en train de lui rendre son sourire, un sourire un peu trop marqué. Il avala une gorgée de cognac. Un vrai petit clown ce Bertie, n'est-ce pas? Et peut-être se divertissait-il de cette société. Il paraissait sourire à présent. De fait, Bertie souriait, à l'occasion. Le petit monstre. Mais Roland, en retour, avait tué un homme. Et à cette pensée, il se sentit plus fort. Tous ses muscles se tendirent. Lui, Roland, n'était pas totalement impuissant en cette situation. Il n'était pas un jouet du destin, à la merci des événements, bousculé par le monde entier, une victime frappée par un hasard brutal, vouée à une honte sans répit. Loin de là. Roland s'entendit éclater de rire avec les autres, sans savoir pourquoi. Puis il vit que Bertie roulait sur le dos tel un scarabée sans défense. « Il essaye de se tenir sur la tête !» s'exclama Jane. « Tu as vu ça, Rolly ?»« Oui, oui, » dit Roland. Il tendit les verres de cognac à la ronde. Après le départ des Jackson, vers 11 heures, Jane demanda à Roland s'il ne trouvait pas comme elle que la soirée avait été réussie. Elle se tenait toute fière dans le living room et lui ouvrit les bras, souriante. « Oui, mon amour, certainement. » Roland la prit par la taille et la serra contre lui un instant, sans passion. Il n'éprouvait pas le moindre plaisir sensuel, mais le réconfort d'une compagnie. Son étreinte était une façon de dire « Merci pour ton bon dîner et pour cette charmante soirée. » Bertie était rangé dans sa chambre. À cette heure, Jane avait dû le border dans son lit bas. Il en était sûr, quoiqu'il ne l'eût pas accompagnée. Maintenant, elle s'activait à la cuisine.
Roland se dirigea vers le coin de la chambre où Jane et lui empilaient les vieux journaux. Il conservait longtemps des quotidiens, pour le cas où il aurait à vérifier la publication d'un décret sur les impôts, l'émission d'un bon d'État, ou toute autre information qui aurait échappé à ses ciseaux ou à ceux de ses collègues de travail. Ce qu'il recherchait pour l'instant datait de peu et relevait d'un genre assez particulier, un article relatant la découverte, sur un trottoir, du cadavre d'un homme mort dans la nuit du 26 au 27 avril. Au bout de 4 minutes, Roland tomba sur un entrefilet publié un jour plus tard qu'il n'avait prévu. « Un homme étranglé dans la rue », disait le titre. Francisco Baltar, 46 ans, avait été découvert étranglé dans la 47e rue Est. Le vol était le mobile retenu. Monsieur Baltar était ingénieur conseil à la Vito, une société agricole espagnole, et se trouvait à New York en voyage d'affaires. La police interrogeait des suspects, concluait l'article. Un vol, s'étonna Roland. Il ne pouvait s'agir du même homme, à moins que quelqu'un n'eût dépouillé son cadavre. Au fond, c'était très possible, dans une ville telle que New York. On avait pu penser que l'homme était ivre ou drogué et en profitait pour le soulager de son portefeuille et de sa montre. La rue, ainsi que la date, correspondaient bien. L'âge de l'homme aussi. Mais espagnol, avec ses cheveux châtain clair? Il est vrai qu'il avait entendu parler d'espagnol blond. Il n'était pas fait mention d'un bouton manquant. D'un autre côté, pourquoi parlerait-on d'un bouton manquant dans un article aussi bref? En fait d'indice, un bouton beige grisé était une broutille. Retrouver ce bouton dans la poche droite de Roland, il le gardait à cette place, quel que fût le pantalon qu'il portait, était aussi probable, du point de vue de la police, que retrouver une aiguille dans une botte de foin. Et même si les enquêteurs avaient remarqué qu'il manquait un bouton, pourquoi iraient-ils penser qu'il était en possession du meurtrier? Néanmoins, la découverte du cadavre, ou d'un cadavre, conférait une grande signification au bouton. Le bouton devenait plus dangereux. Roland songea à le déposer dans la boîte à couture de Jane, mais lorsqu'il ouvrit la boîte métallique et qu'il y vit une population entière de boutons innocents de toute taille, il ne put accomplir son geste. Il n'y avait qu'à le jeter, dans le vide-ordure de l'entrée, ou plus simple encore, dans le sac poubelle de la cuisine, qu'il remarquerait. Qui le trouverait jamais? Roland, alors, se rendit compte qu'il voulait garder le bouton. Au fil des semaines, le bouton revêtit différentes significations aux yeux de Roland. Parfois, il était le signe de sa culpabilité, la preuve de ce qu'il avait fait et il avait peur. Mais certains jours, lorsque Roland était d'humeur enjouée, le bouton devenait une bonne blague, un objet magique, à l'appui d'une fable qu'il s'était racontée. Il avait étranglé un inconnu et arraché un bouton de sa veste pour le prouver. Absurde, murmura Roland un jour de soleil, debout près de la fenêtre de son bureau. Il tournait et retournait le bouton entre ses doigts, scrutait les nuances beige et grises de la corne, les 4 trous vides, une divagation de cerveau fêlé. Mais c'était son secret, se dit-il avec un petit rire. Il laissa retomber le bouton dans sa poche droite et revint à son bureau. Jane et lui allaient passer 15 jours, le congé de Roland, dans une villégiature, et bien entendu, ils emmenaient Bertie avec eux. Ce dernier marchait mieux depuis quelque temps, mais curieusement, cette capacité ne semblait pas définitive. Il tenait mieux sur ses jambes à l'âge de 3 ans, par exemple, qu'il ne le faisait ces temps-ci. On ne savait jamais. Jane avait acheté un costume de coton bleu ciel, veste et culotte courte, dont elle avait élargi la taille et raccourci les manches au prix d'un patient travail. « Il aura meilleure allure au restaurant de la résidence », avait-elle dit. Roland avait accusé le coup en battant des paupières, puis s'était vite remis. Il avait toujours détesté emmener Bertie dans un endroit public, même pour une promenade dominicale dans Central Park, et la situation serait pire à la résidence, car pendant 2 semaines, il serait coincé avec les mêmes vacanciers, ou du moins offert à leur regard. Il aurait à affronter la phase des coups d'œil furtifs, des commentaires à voix basse, lorsque l'un confirmerait à l'autre « débile mental » ou « mongolien », pour subir ensuite les regards posés ailleurs avec un air d'indifférence étudiée, attitude qui ne manquait pas de succéder à la première au cours d'un séjour en groupe. La résidence Sainte-Marcie était une jolie demeure de style colonial,
dressé au milieu d'une vaste pelouse sur fond de forêt dense de pins et sapins. Une atmosphère familiale régnait dans le salon, réchauffée de cuivres astiqués, de tapis épais. On pouvait jouer au croquet, au tennis, monter à cheval et se faire conduire en voiture à toute heure du jour au terrain de golf voisin. La salle à manger comprenait une vingtaine de tables de dimensions variées, permettant de s'isoler en couple ou en petits groupes, si on le désirait, ou bien de se joindre à une grande tablée. Le directeur de la résidence avait précisé au Marco qu'il n'y avait pas de place assignée aux pensionnaires. Quand vint l'heure du dîner, Roland et Jane choisirent une petite table à 4 couverts. Une aimable serveuse proposa un coussin pour Bertie, puis changea aussitôt d'avis et suggéra une chaise haute. Rien de plus facile, dit-elle, en disparaissant d'un air empressé. Roland n'avait pas protesté. La chaise haute était plus sûre, car elle bloquait Bertie sur son siège, tandis que sur un coussin il risquait de basculer avant qu'on ait eu le temps de le redresser. Bertie portait son costume bleu. On voyait pendre sa langue plissée, et ses yeux, bien couverts, ne manifestaient aucune attention à l'environnement qu'il ne cherchait pas même à examiner en tournant la tête. « C'est gentil, tu ne trouves pas ?» dit Jane, le menton posé sur une main, d'avoir installé ce berceau dans la chambre cet après-midi. Juste ce qu'il fallait pour Bertie, non ? Roland hocha la tête et étudia le menu. Il était en train d'endurer les moments qu'il avait pressentis. Plusieurs personnes venaient de fixer leur regard sur Bertie et, pendant quelques secondes, lorsque la serveuse apporta la chaise haute, ce fut pire encore. Roland se leva précipitamment pour y installer Bertie. D'un coup sec, il rabattit le plateau sur les bras de la chaise, par-dessus la tête de Bertie. Il sortit les petites mains épaisses et les posa sur le plateau de bois, mais les mains glissèrent mollement et revinrent à leur position initiale. Jane, avec sa serviette, essuya de la bave sur le menton de Bertie. Le repas était délicieux. Les regards alentour étaient désormais occupés ailleurs. Jane avait rapproché sa chaise de celle de Bertie et, patiemment, lui enfournait sa purée et de petites bouchées de rôti tendre. Arriva la tarte au citron meringuée, chaude et caramélisée. Bertie posa sa lourde monotte sur le bord de son assiette et catapulta sa demi-portion de tarte en direction de son père. Roland l'attrapa adroitement de la main gauche en riant, la flanqua dans l'assiette de Bertie, puis trempa un coin de sa serviette dans son verre d'eau avant d'essuyer ses doigts poisseux. Jane rit aussi, comme s'ils étaient seuls à la maison. Ils finirent à eux deux la bouteille de vin. Tandis qu'ils se dirigeaient vers l'escalier, dans l'intention de mettre Bertie au lit, car il était près de 10 heures, ils entendirent des voix derrière eux. Quel dommage, vraiment. Un jeune couple pareil. Et puis, ça peut faire peur aux autres enfants. Tu as remarqué le caniche cet après-midi, maman ? La seconde voix, également féminine, était jeune et rieuse. Roland se souvenait du chien, un minuscule caniche noir tenu en laisse. L'animal s'était raidi et avait reculé en grognant à la vue de Bertie, au moment où Jane et Roland signaient leur registre. Roland plongea la main dans sa poche et serra le bouton, palpant sa matière dure, sa réalité rassurante. Près de l'escalier, il se tourna vers les deux femmes, une jeune fille et une dame d'âge mûr. « Bertie, dit-il, il ne pose pas beaucoup de problèmes, vous savez, il est tout à fait inoffensif. Désolé s'il vous dérange, c'est un gentil petit clown en fait, nous nous amusons bien avec lui. » Tout sourire, Roland hocha la tête pour appuyer ses dires. Jane souriait aussi. « Bonsoir, dit-elle d'une voix amicale aux deux femmes. La dame et la jeune fille firent chacune un signe de tête poli et gêné, visiblement embarrassées que leur conversation eût été surprise. « Bonsoir, dit la dame. Roland et Jane donnaient la main à Bertie à leur manière habituelle, le hissant entre deux marches, ou lui faisant sauter une marche, l'une après l'autre. Ils menaient cette opération sans y penser. Bertie, parfois, posait sur une marche ses petits pieds écourtés, dans leurs chaussures sans forme, mais la plupart du temps il se laissait traîner, les jambes flasques. La main de Roland était toujours enfouie dans la poche de son pantalon. Une jolie jeune fille le dépassa sur sa droite, dans l'escalier. Elle attira son regard. Il vit une chevelure mousseuse,
châtain doré, un délicat profil qui s'évanouit sitôt entrevu. Mais, un instant, elle se retourna, et leurs regards se rencontrèrent. Il aperçut une lueur bleue, et la fille disparut. Roland eut conscience d'un soudain élan vers elle, d'un bond dans sa poitrine, sensation qu'il n'avait pas connue depuis des années. C'était drôle. Il n'aborderait pas la jeune fille, il le savait. Il ferait même mieux d'éviter de la regarder s'il la rencontrait à nouveau, ce qui était probable. Il lui était cependant agréable de se reconnaître capable d'une telle émotion, même si cette émotion-là avait disparu vis-à-vis de Jane. Il pressa de plus en plus fort le bouton dans sa main, tandis qu'il déposait Bertie sur la dernière marche. Il avait tué un homme pour se venger de Bertie. Il avait une supériorité en un sens, il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il ne devait jamais l'oublier. C'était grâce à cela qu'il pouvait affronter l'avenir.